Et on va parler de discerner sa vocation. Parce qu'en fin de compte, on a tous, si vous m'avez suivi jusque-là, on a tous l'appel de notre nature à faire de la politique. Alors tout commence par un examen de conscience personnelle sur l'engagement d'une vie. Avant de s'engager en politique, il est essentiel de s'interroger sur la légitimité et sur la profondeur de cet engagement. Trop souvent, on aborde la politique sous l'angle de la volonté personnelle de faire quelque chose, ou de l'ambition pour une carrière comme une autre, un métier comme un autre, sans réflexion ni discernement. Dans l'Église catholique, par exemple, il est recommandé que chacun s'examine au moins une fois dans sa vie pour savoir si on a la vocation religieuse ou pas. Eh bien, il devrait en être de même pour la vocation politique, dédier sa vie pour le bien commun de la cité. Tous sont appelés, de par la nature politique de l'homme, on l'a dit, à concourir au bien de la cité, par devoir et non par choix. C'est un devoir. Hein. Par contre, seulement certains sont appelés à y consacrer leur vie entière au niveau de la cause efficiente. C'est-à-dire, il y a que quelques individus qui vont pouvoir vraiment prendre toute leur vie pour ça, qui vont se donner corps et âme pour gouverner le pays, en fait. Il faut donc prendre le temps de comprendre la mesure dans laquelle nous sommes appelés ou non à travailler aux politiques. Pour les personnes déjà dans la vie active, cet examen doit conduire à soutenir l'action politique avec les moyens adéquats. Attention, le devoir politique est pour tous, même si bien peu y répondent. Peut-on parler, par analogie, d'un appel de Dieu ou du destin à s'engager en politique? Alors là, on reparle de la formulation vocation politique, qui est courante, mais qui reste métaphorique. Et aujourd'hui, on en trouve quand même assez souvent des exemples. Miguel Ayuso nous a écrit un livre qui s'appelle « Appel de l'âme et vocation politique ». Il y a Gérard de Catino, il écrivait « Être un officier, ce n'est pas un métier, c'est une vocation ». Pourtant, je vous ai dit tout à l'heure que c'était que métaphorique en fin de compte. Donc, il y a quand même quelque chose au fond de soi. Quand on fait notre introspection, on se dit « Mais mince, il faut que j'y aille. » Cette espèce de truc, on se dit… De toute façon, si on a la fibre politique, il y a quelque chose… on voit tout de suite les gens qui ont la fibre politique. Quoi. Quand vous allez en manif, les gens qui vont en manif, ils ont la fibre politique. Ils s'en foutent pas de ce qui se passe. Ils se disent « Merde, il faut que je fasse quelque chose. » Ils sentent qu'ils ont un devoir à remplir. Après, ils vont en manif, super. Quoi. Mais ils sentent qu'ils ont un devoir à remplir. Et ils y vont. Et ben ça, on peut penser que ce sentiment-là, c'est en fait la vocation politique. Et Jacques Chirac disait dans ses mémoires, on n'accède pas à la magistrature suprême sans l'intime conviction chevillée au corps du destin qui nous y conduit. En fait, se poser la question, suis-je fait pour la politique, c'est une mauvaise formulation. Tout le monde doit s'interroger. N'ai-je pas négligé mon devoir d'engagement politique alors que tout homme doit participer à la vie de la cité? En fait, qu'est-ce que c'est que le bien et le mal? Le bien, c'est accomplir sa nature, ce qui est rationnellement adéquat entre ma nature et l'acte. C'est ça le bien. Est-ce que j'ai fait de la politique? Est-ce que j'ai concouru au bien commun de la cité? La tentation induite par la question « suis-je fait pour ?» peut rassurer à mauvais compte. On trouvera en effet trop facilement des contre-arguments. Ah bah non, c'est pas pour moi parce que j'ai déjà tel métier trop prenant. J'ai une famille à laquelle je dois me consacrer. J'ai des études qui n'ont rien à voir avec la politique. Je sens bien que je suis heureux dans mon cursus, dans les activités sociales que j'ai choisies. Je fais déjà ce que je peux à mon niveau, etc. Comment faire taire sa conscience? Grave erreur. La politique est l'une des activités humaines fondamentales dans laquelle tout homme peut s'engager avec des différences qui vont dépendre de son état de vie, mais dont il ne peut se soustraire. La vocation politique, c'est quoi? On évitera la confusion entre agir en politique et faire de la politique au sens moderne. Je ne vais pas vous faire la théorie entre l'agir et le faire. La finalité de la politique n'est pas la même que celle de l'économie. On n'est pas dans le faire, on est dans l'agir. C'est une science supérieure. Les moyens techniques et la science économique doivent être subordonnés à la poursuite du bien commun qui ne relève pas du faire, mais bien de l'agir. S'engager politiquement, c'est se former à l'exercice du pouvoir et s'organiser pour y accéder. Voilà. Attention. Il faut distinguer social et politique comme il faut distinguer économique et politique. Faire une manif, c'est pas de la politique. À Sciences Po, c'est faire de la politique, oui. Donc il y a aussi mes podcasts sur le social et le politique et les articles que j'ai écrits dans l'Homme Nouveau sur le militantisme d'extrême gauche et le militantisme de droite. La politique, ce n'est pas la sphère du social. C'est pas un lobby. Il y en a qui montent des lobbies, là, ouais, on est là pour faire une revue, et puis on va aller sur les réseaux sociaux, et puis on va écrire au maire, on va écrire au département, aux députés, on va faire pression pour faire passer nos idées. Ça, c'est du social. C'est pas du politique. C'est pas un média. Vous montez une chaîne YouTube pour faire de la pseudo contre-info ou de la contre-info de qualité, peu importe. En fait, c'est pas du politique. À la rigueur, c'est le 5e pouvoir sur eux. Et ça reste limité à votre communauté. Parce qu'en fin de compte, les gens pensent que sur Internet, ils peuvent toucher tout le monde, mais ils vont toucher que leur communauté. Donc, c'est pas un lobby, c'est pas un média. Et c'est pas un institut scolaire ou de formation. Ça, c'est pas de la politique, c'est du social. À l'école, on forme des enfants, on forme pas des politiciens. Et même une institution Sciences Po, c'est pas de la politique. Les gens qui vont étudier à Sciences Po font de la politique.
Et ceux qui les forment n'en font pas, ils sont dans le social. C'est pas non plus la prise de mairie. Prendre des mairies, ça reste du social. C'est pas non plus des luttes syndicales, ni des luttes dans des associations diverses. Tout ça, c'est pas de la politique, je veux dire, c'est du social. Mais si tu veux faire de la politique, il faut faire de la politique. Il faut pas faire du social. Tu laisses au social les gens qui font du social. Il y a des gens qui sont faits pour être profs, qu'ils soient profs. Il y en a qui sont faits pour faire de la politique, il faut qu'ils fassent de la politique, il ne faut pas qu'ils soient profs. Il y a une différence spécifique, parce que la finalité est différente. C'est une science différente, c'est un métier différent. Ça, c'est hyper important. Répondons à l'objection. Il faut d'abord survivre pour combattre. Il y en a qui vont dire ça. Ah, les survivalistes de merde, là. Ah, mais non, mais il faut qu'on survive, parce que tu vois, quand j'aurais taillé mes bûches moi-même dans la forêt, et puis que j'aurais fait de la gonflette, et puis que j'aurais appris à tirer avec mon arc, parce que l'arc, c'est du survivalisme. Bah oui. C'est vrai que quand tu as épuisé tes 30 flèches, alors que l'autre, il a un barillet de cartouches, t'as aucun problème pour te battre plus, surtout vas-y pour le viser. Bref. Eh ben, je vais pouvoir activer ma reconquête politique. Ouais. Bah oui. On va finir de tailler ton bois, et puis on verra si tu as le temps après. Non, il y a des gens qui sont faits pour tailler du bois, il y a des gens qui sont faits pour faire de la politique. Et on va pas faire de la politique en taillant du bois, tu vois. Tu vas faire que de la politique, en fait. Il faut d'abord survivre pour combattre? Non. Ne confondons pas le logique et le chronologique. Certains mettront toute une vie à ne faire que survivre. Ceux-là, nous n'avons pas le temps de les attendre pour expliquer le véritable objectif. Car il en existe qui sont capables de survivre et de combattre. Cette fameuse élite, une force formée en poste et prête à produire, organiser, stabiliser et poursuivre le retournement de l'histoire qui sera nécessaire à la recréation du bien commun. Le but, c'est ça, de changer l'histoire. Voilà, il faut se réveiller à un moment. Alors, quelle disposition préalable à l'entrée en politique? Parce qu'on n'entre pas en politique comme ça. Comme on n'entre pas en religion comme ça, le mec, il mate des gonzesses dans la rue et après, à la messe, il est comme ça, c'est quand même sympa la messe. Puis il dit, allez, je vais faire curer. Non, je crois pas. Non. En fait, tu as un petit problème. Si tu mates des gonzesses dans la rue, tu peux pas faire curer. C'est-à-dire que avant de faire curer, tu as déjà essayé d'élever ton âme au-dessus de certaines affections naturelles qui te permettent de devenir une âme d'élite et d'entrer au séminaire. Un détachement des biens matériels. Mais il a des dispositions préalables, le gars. Et ben en politique, c'est pareil. Il y a 4 obstacles. Au moins 4 obstacles. Et cet obstacle, en fait, c'est nous-mêmes. Et il y a 4 contrats que la société globale a fait contre nous. Regardez donc avec soin votre manière de vivre, car les jours sont mauvais, l'épître aux Éphésiens. Donc il faut faire un sévère examen de conscience de soi-même. Là, on parle vraiment, moi, je veux faire de la politique, mais avant de commencer à rentrer à Sciences Po tout feu tout flamme là, et de faire n'importe quoi, là, regarde un peu toi-même dans quel état t'es, mon gars. Là. Pour mesurer son niveau d'emprise au monde, c'est nécessaire car il faudra y vivre comme n'y étant pas. Premièrement, la sensibilité débridée. Voilà, sans même aller jusqu'à évoquer la débauche et la luxure, évidemment. Il ne faut pas confondre l'amour et la sexualité, par exemple. La dépendance à la pornographie numérique, évidemment, mais même au numérique tout court. Et pourquoi je dis ça? À cause des pics de dopamine du numérique, qui sont une drogue, en fait. C'est-à-dire que là, quand vous êtes là, vous scrollez sur Insta ou sur une merde comme TikTok, là. Ah, c'est sympa. Et j'ai pris 3 secondes de dopamine. Hop, j'avance. Ah ouais, c'est sympa, j'avance. Et au bout d'1 heure et demie, vous êtes encore dans votre plumard là. Alors vous n'êtes pas en train de vous branler, mais vous branlez votre cerveau en fait. C'est pareil, d'accord? Il faut absolument arrêter d'aller sur Internet pour rien y foutre en fait. Ok? C'est pas possible. Ça c'est clair et net. La dépendance au numérique pour rien, vous pourrez jamais rien faire. Vous êtes un drogué en fait. L'ignorance crasse. On peut pas rester débile en fait. Et en plus, elle est virtuellement comblée par le consensus imposé par la société globale avec ses sciences humaines fausses. Aujourd'hui, vous allumez même CNews, surtout CNews. Ah bah vous êtes content, ouais. Le mec il dit plus ou moins des trucs justes et tout, ouais c'est bien, ouais. Mais en fait c'est de la merde, d'accord? Ça vous pollue le cerveau. On dégage. Si vous voulez faire de la politique, il faut arrêter de perdre son temps avec tous ces trucs-là. Et il faut lire des bouquins en fait, il faut travailler en fait. Il faut pas regarder la télé, il faut pas être sur à scroller comme un con sur son tel. Et tout ça c'est de la sensualité, c'est du petit plaisir. 3e contrat de la société globale. La praxis de la société globale. Alors ça c'est un autre problème. C'est les habitudes de la société globale. La perte du sens du sacré en général. Également le culte rendu au sport ou à toutes sortes de manifestations là, festives en fait. La participation aux grands-messes de la grande distribution, là tous les débiles mentaux là qui vont chercher le dernier iPhone qui est sorti, toutes ces conneries. Et la dépendance au divertissement. Donc les mecs qui se matent une série en entier, tu vois par exemple en une nuit, tu veux pas rien faire avec un mec pareil. Non, il faut de la mesure et de la tempérance. En fait c'est pareil, c'est le problème, c'est la vertu. Voilà. Donc tout ça, il faut arrêter. C'est des trucs pratiques. Voilà, remettre les choses à leur place. Les activités incapacitantes. Alors ça, c'est le 4e gros contrat et c'est un gros morceau. On n'a pas le droit d'être soumis au métro boulot dodo. C'est pas possible. Voilà, la course effrénée quotidienne avec la mauvaise excuse des activités des enfants, ça c'est pas possible.
C'est pas parce qu'on a des gosses qu'il faut, voilà. Non, à un moment donné, vous arrêtez de les emmener un à la danse, l'autre faire de la musique, l'autre faire son sport. Non, tu vas faire comment pour lire des bouquins si tu peux rentrer chez toi tous les soirs avant 19h et qu'après tu vas te coucher direct parce que t'es claqué. Donc à un moment donné, t'arrêtes de faire de la danse à ton gosse et tu vas t'occuper du bien commun, tu vois. Ah ben Damien, il travaille ses conférences. Hein. Oh, je sais pas comment il fait. Hein. Et ben moi, mes gosses, tu vois, ils vont pas à la danse, par exemple, tu vois, parce que j'ai gagné 1h30 de ma vie comme ça. Ce n'est pas un détail. Il faut tenir qu'un seul de ces 4 écueils suffit à immobiliser le navire. En clair, à inactiver la démarche politique en vue du bien commun. Par l'intermédiaire de l'un de ces 4 contrats qu'elle a portés contre l'individu, la société globale cherche à nous porter vers une finalité qui n'est pas le véritable bien commun politique, ou du moins à paralyser les récalcitrants. Il faut donc s'armer contre la société par la vertu et surtout la vertu de force. Eh oui, parce que c'est la vertu principale en fait. En fait, s'il n'y a pas de force, les gens ne le savent pas ça. La première des vertus, c'est la vertu de force. Et c'est compliqué parce qu'en fait, on est seul face à soi-même. Vous voyez ? C'est nous, en notre fort intérieur, qui devons réfléchir à ça. C'est une guerre individuelle dans laquelle nous sommes seuls car personne ne peut vivre à notre place les épreuves décrites ci-dessus, qui sont des épreuves intimes en fait. Cet examen de conscience poétique concerne tout un chacun. Que celui qui se flatte d'être debout prenne garde de tomber, nous dit saint Paul encore. Donc une conclusion pratique préalable à tout engagement politique. Il faut compléter sa lutte quotidienne contre ces tendances. Il faut observer la chasteté relative à son état, évidemment, et pratiquer la tempérance en tout. Et la tempérance, c'est une vertu politique. C'est pas une vertu, je vais pas prendre trop de gâteaux. On s'en fout de ton gâteau. Non, c'est pas ça. La tempérance, c'est la juste mesure des choses. Voilà, en fait, il faut relire les 4 bouquins de Marcel Decorte. Marcel Decorte, pourquoi est-ce qu'on cite tout le temps Marcel Decorte ? Il faut s'offrir un véritable programme de lecture et de travail intellectuel relatif à la question politique. Et sans dilettantisme. On n'est pas là pour se faire plaisir. Il faut opérer une analyse sociologique de sa manière de vivre. C'est pas qu'une analyse sur son petit moi. Est-ce que j'ai pas trop regardé une nana en maillot de bain sur mon téléphone qui était sur TikTok ? Non, ça s'en bat les couilles. Tu vois. Non. Comment tu vis toi dans ta vie de famille là ? Quel temps tu vas te dégager pour bosser en fait ? Enfin, entamer une réflexion sur le binôme travail et loisir. Ça c'est pareil. On passe beaucoup trop de temps au loisir en fait. Après, quand on a une famille, c'est normal de passer du temps en loisir avec sa famille. On va pas s'enfermer dans son bureau tout le temps, je veux dire. Mais des loisirs personnels, tu vois, le père de famille qui va faire du gaming dans sa chambre, le mec qui va jouer aux jeux vidéo dans sa chambre et qui a 40 piges. Non, en fait. Tu fais un truc tout seul comme une merde, mais qu'est-ce que tu fais, en fait ? Arrête, ok ? Le sérieux de la vocation politique peut nous emmener à faire une bonne retraite fermée pour faire ce point absolument nécessaire.